Jérémy est un adolescent de 16 ans à qui l'on dit trop souvent sa chance d'avoir une mère américaine et un père suisse. La chance est un facteur éminemment subjectif. Pour les camarades de Jérémy, il ne fait pas de doute qu'il est un sacré privilégié. Aller une fois l'an de l'autre côté de l'Atlantique, en Floride, aux Bahamas, au Mexique, avec sa mère, durant les grandes vacances, ça relève de la grande vie. Qui plus est, quand on vit le reste de l'année dans une élégante maison de Genève, où on peut à loisir faire du bateau avec son père, ou skier tous les week-ends dans une station élégante où la famille dispose d'un petit chalet, Jérémy, lui, voit les choses autrement. Il préférerait mener une vie normale, c'est-à-dire ne pas être l'enfant d'un couple divorcé, d'un couple qui s'entendait mal, dont il a vécu et souffert les périphéries 10 années durant. Cet homme et cette femme qui n'arrivent même plus à se parler au téléphone sans se disputer, telle est la vie de Jérémy. Telle fut son enfance, celle d'un petit garçon, sans frère ni sœur, adoré de son père, adoré de sa mère, tellement adoré qu'il se trouvait mal aimé de part et d'autre. Le père de Jérémy est ingénieur, il voyage souvent à l'étranger et travaille pour une société multinationale. Un homme trop absent, mais qui veille tout de même à ce que l'éducation de Jérémy soit parfaite. Quand sa mère vit ailleurs, très loin, en Amérique, elle ne travaille pas, elle vit de ses rentes, des rentes de ses parents lui ont aménagées, et également une coquette pension alimentaire que son ex-mari lui verse chaque mois. De longues procédures entre les avocats internationaux ont scellé ce modus vivendi. Si les avocats suisses l'ont toutefois emporté, les avocats américains, il y a tout de même une raison, on ne confie pas si facilement la garde d'un enfant à son père. Jérémy avait 14 ans quand son père lui a expliqué que sa mère, en raison de troubles psychologiques, n'avait pas été reconnue apte à élever l'enfant. Voilà donc ce que les petits camarades du cours privé de Jérémy appellent chance. Cette année encore, nous sommes en 1978. Jérémy retrouve sa mère en Californie pour ce mois de visite demandé par les avocats américains et accordé. Une sorte d'amour maternel contraint qui s'impose ainsi à date fixe. Ce qui n'empêche pas Jérémy d'avoir une certaine affection pour cette femme enfant de bientôt 35 ans, dont la vie partagée entre quelques lubies ressemble à un radeau perdu dans l'océan. L'année dernière, Marie lui avait fait vivre une sorte d'enfer doré. Entre le bodybuilding, la musculation intensive, la nourriture végétarienne, Jérémy avait perdu 4 kilos. Et s'était, somme toute, énormément ennuyé. Marie est ainsi faite, qui aime vivre ses passions jusqu'au déraisonnable. Chaque été donne un peu plus la mesure de l'étrangeté de cette femme, perpétuellement sous influence. Le père de Jérémy ne laisse jamais partir son fils en Amérique sans une certaine dose d'inquiétude. Il attend avec impatience la majorité de Jérémy pour que cesse cette mauvaise habitude. Quant à l'adolescent, avec une respectueuse politesse qui se plie aux lubies de sa mère, et il aurait peut-être fini par être dangereux. Jérémy paraît équilibré. Ses 16 ans lui ont apporté un sens assez sérieux des responsabilités, des interdits de la mesure. Père et fils se donnent donc rendez-vous à sa mère à Los Angeles, d'où ils repartiront pour un séjour au Pérou, visiter les ruines du temple de Machu Picchu. Et bien sûr, les petits camarades n'ont pas manqué de lui dire « Quel vénard tu fais tout de même, juste avant de partir !» Henri a glissé dans la poche de la veste de son fils le contrat d'Europe Assistance qu'il lui prend chaque année pour les vacances américaines. À Los Angeles, Jérémy a presque du mal à reconnaître sa mère.
Marie a profondément changé. La jolie femme élégante, maquillée à l'excès, a laissé place à une personne austère, aux cheveux coupés très courts, habillée sobrement, sans fard. La métamorphose s'applique également au prénom. Sa mère désire que son fils ne l'appelle plus Marie, mais Sarah. Sœur Sarah. Jérémie prend note. Quant au voyage à Cuzo, ce sera, dit-elle, un voyage introspectif. Ne lui est-il pas donné à lire dans l'avion un épais livre, l'Évangile de la doctrine et des alliances? Jérémie a ouvert le volume, puis a glissé entre les pages une bande dessinée qu'il a pu feuilleter en toute impunité durant la traversée. Sa mère lui parle de temps en temps d'une secte étrange, les fils de Dieu. Ses disciples attendent la venue du Christ en personne sur le territoire californien. Quant à Jérémie, quand il aura 18 ans, il ne pourra rien faire de mieux que de venir vivre ici, afin d'être évangélisé. Plus tard, ce sera à son tour de délivrer la bonne parole là où il se trouvera. À 16 ans, on ne relève pas ce genre de lubie. On se contente d'admirer Machu Picchu, site fantastique, avant de retourner passer quelques jours à Cuzo, capitale de l'Empire des Incas, dans une chambre réservée. Jérémie adore se promener tout seul dans la ville. Sœur Sarah lui dispense 1000 recommandations. Elle lui semble si peu se protéger, ne pas fumer, ne pas accepter de drogue, refuser l'alcool. Le mal est partout, partout dans la rue, dans les hommes. Seul Dieu. Il devra se laver les mains 8 fois par jour pour se purifier. Jérémie est en parfaite santé, celle d'un garçon de 16 ans, normalement constitué. Voilà cependant qu'au lendemain de leur arrivée à Cuzo, une violente douleur au ventre leur réveille pendant la nuit. Quelque chose comme une lame qui fouillerait ses entrailles du côté droit. Très vite, la douleur se fait intolérable, accompagnée de nausées et d'une fièvre soudaine. Ils se perçoivent que les haricots rouges et les piments qu'ils ont mangés la veille a dû contribuer à cette défaut de santé. La douleur s'accroît. Il faut bien en parler à sa mère, laquelle, ayant perdu de ses institutions maternelles sa folie immédiatement, et demande conseil au directeur de l'hôtel. Un médecin péruvien se présente, un jeune médecin qui ne met pas plus de 3 minutes à donner son diagnostic. Crise d'appendicite aiguë. Il fait dire dans un anglais approximatif à Jérémie qu'il a déjà ressenti, quoique bien plus légère, cette sorte de douleur ces derniers mois. Le jeune garçon n'y avait pas prêté attention. Cette fois, la crise paraît grave. Et si la fièvre ne se décide pas à baisser, il faudra songer à une opération. Marie, alias Sœur Sarah, réagit curieusement. La glace sur le ventre, elle veut bien. Mais les médicaments, elle n'accepte pas. Les médecins sont des drogues. Le médecin et Jérémie s'efforcent de lui expliquer que les antibiotiques ne sont pas des drogues, comme celles qu'elle réprouve. Le praticien péruvien profite de ce que Marie vient de sortir pour questionner le garçon. « Ta mère ne te donne jamais de médicaments ? » Je ne vis pas avec elle. Mais depuis que je l'ai retrouvée, elle ne parle que de religion. Je suis sûr qu'il y a un rapport avec cela. Le médecin lève les bras au ciel. Les sectes font des ravages, ici aussi. Elles se multiplient et gagnent jusqu'aux paysans des Andes. Quand ceux-ci ne sont pas déjà intoxiqués par la propagande du Sentier Lumineux, une organisation maoïste très bien implantée dans le pays. Surtout, ne l'écoutez pas. Prenez ces médicaments et s'il y a un problème, téléphonez à mon cabinet. Vous ferez hospitaliser. En attendant, je vous envoie une infirmière pour faire des piqûres. Le médecin laisse une ordonnance sur la table de la chambre. Première dispute depuis longtemps entre Jérémie et sa mère. Elle se refuse
à acheter les médicaments. Violent heure. Il finit par sonner une femme de chambre et lui intime, du haut de ses 16 ans, l'ordre d'aller à la pharmacie. Le conflit prend des proportions indescriptibles. Quand l'infirmière arrive pour faire la piqûre, « Oh, vous ne toucherez pas à mon fils !» L'infirmière est hébétée. Son regard passe du fils à la mère. Elle n'a jamais vu cela. Jérémie se fait conciliant, ruse oblige. « D'accord, maman, on laisse tomber les piqûres, mais le médecin m'a prescrit des massages. Cela, tu ne peux pas le refuser. Il n'y a pas de drogue. » Regard stupéfait de l'infirmière, des massages. Elle fait des massages pour résorber une appendicite. La naïveté de Marie a de quoi surprendre. Rassurée, elle abandonne son fils aux mains de l'infirmière, qui, bien entendu, s'abstient de faire des massages. « Écoutez, j'ai besoin de votre aide. Le médecin dit que ma mère est folle. Vous devez jouer la comédie. C'est pourquoi j'ai parlé de massage. » 3 jours durant, l'infirmière complice viendra faire des massages à Jérémie. En réalité, 1 piqûre par jour. Mais la fièvre ne chute pas. L'infirmière rappelle le médecin. Inquiétude, il vaudrait mieux l'hospitaliser. L'opération peut être nécessaire. Mais aussitôt, un problème se pose. Celle que le médecin continue d'appeler la loca, la folle. Elle n'acceptera certainement pas que son fils soit opéré. Or, Jérémie est mineur et il faut une autorisation parentale. Le médecin est très embarrassé. La décision doit être prise maintenant. Jérémie, mis au courant par la zélée infirmière, invente un nouveau stratagème. « Dis-lui que c'est pour faire des radios. Je pense qu'elle sera d'accord. » L'idée était bonne. Ambulance, puis lit d'hôpital. La première manche est gagnée. Jérémie, qui ne s'était pas trop ému des étranges réactions de sa mère, devient peu à peu inquiet. Inquiétude entretenue par celle des médecins qui se concertent. C'est alors que Jérémie sort son joker, la carte magique, celle d'Europe Assistance. L'hôpital de Cuzzo obtient Paris et raconte cette histoire de fou, cette histoire de folle. Comment retrouver le père Henri? Très vite, bien sûr. Le chargé d'assistance ne s'étonne de rien, même si cette aventure est singulière. Le principe de son intervention reste le même. Retrouver un homme, lui prendre une réservation sur le prochain avion et, dans le cas extrême, envisager un rapatriement sanitaire à Genève. À l'hôtel de Dubaï, où la secrétaire sait que le père de Jérémie est descendu, on trouve un message. Il est absent pour 48 heures, parti en repérage avec une équipe de techniciens à plus de 100 km de la ville. Impossible de le joindre au téléphone avant demain soir. Le médecin péruvien apprend la nouvelle avec consternation. Comment opérer sans l'autorisation paternelle? Le risque à prendre est trop grand. Le chargé d'assistance est moins pessimiste. Un de nos médecins va se mettre en liaison avec votre chirurgien. Nous allons également tenter de joindre la mère et de la convaincre avec un psychologue en ligne. On va la convaincre d'accepter toute intervention possible sur son fils. S'il le faut, nous viendrons sur place. Dans la chambre 42 de l'hôtel de Cuzco, une femme vient d'en décider autrement. Aveuglée par ses convictions, Marie, en prière au chevet de son fils, a décidé de le ramener à Los Angeles et de le confier à un médecin qui fait partie de sa secte. Le chirurgien a beau lui dire qu'il doit opérer demain matin d'urgence, sous peine de non-assistance à personne en danger, elle maintient quand même son refus. Elle n'accepte même pas de prendre les médecins d'Europe Assistance au téléphone. Jérémie est épuisé, la fièvre, les litanies absurdes de sa mère, elle n'en peut presque plus. Donnez-lui des calmants, qu'elle dorme et opérez-moi.
on en arrive à échafauder des scénarios qui se révèlent tous plus invraisemblables les uns que les autres. Pendant ce temps, le chargé d'assistance se démène. Il dispose par l'intermédiaire du contrat de l'autorisation du père de Jérémie afin d'envisager toute intervention nécessaire sur son fils. Un chirurgien est immédiatement envoyé à Cusco. Il arrivera le lendemain dans la matinée, l'ambulance de l'hôpital l'attend à l'heure convenue, mais comment tromper la vigilance de cette mère irresponsable? Une astuce est imaginée. Un avocat peut demander à la police locale de vérifier l'identité de la mère de Jérémie. Une vérification qui s'effectuera dans un commissariat qui prendra bien 1 heure ou 2, et pendant ce temps, l'équipe médicale d'Europe Assistance se retrouvera en toute légalité devant le malade, prête à être opéré. Quelques heures plus tard, l'intervention a eu lieu, sans problème. Il ne devrait pas y avoir de complications d'aucune sorte. La fièvre est tombée le lendemain soir. À Dubaï, un homme apprend avec une panique rétrospective qu'on a cherché à le joindre pendant 2 jours, que son fils, etc., etc. Parler de soulagement est un faible mot. L'été prochain, c'est décidé, on n'enverra pas Jérémie en Amérique. Marie, alias Sœur Sarah, prendra, elle, quelques vacances dans une maison de repos, dans la proche banlieue de San Francisco.